pour un webinaire dédié à la santé au Royaume-Uni en période de pandémie. Alors pour traiter ce sujet, ce webinaire qui va durer 1 heure, nous avons plusieurs experts ici présents qui aborderont plusieurs thématiques autour de la santé. Donc on parlera du système de santé au Royaume-Uni, santé psychique de l'expatrié, ainsi que urgence médicale en temps de pandémie. Nous avons April Goldenclair et Frédéric Duplessis qui vont prendre la parole chacun leur tour. Et je vous invite tous les auditeurs qui nous écoutent à prendre la parole, vous aussi, via le chat Q&R ou sur Facebook. Nous sommes également en live. Nous prendrons vos questions à la fin de ce webinaire. Alors, on va laisser la parole à Golden Care, ici présent, Amine et le docteur Hervé Raffin, urgentiste, pour nous parler de l'urgence médicale et rapatriation. Je vous laisse le micro. Salut à tous. Voilà, moi je me présente, je m'appelle Amine Rattel. J'ai eu le plaisir de rejoindre le monde de l'assurance en 1986 à Paris. Nous parlons d'une autre époque, mes amis, mais ce qui fait de moi un peu un expert. Et depuis ce moment où j'ai rencontré l'assurance, la passion de protéger les gens ne m'a jamais quitté. Alors, dès les premiers instants, j'ai ressenti le besoin de vous offrir, enfin, puisque nous sommes éditeurs de contrats, de vous offrir des contrats qui soient faciles à lire, faciles à comprendre. Et il m'est apparu évident d'adopter une stratégie de produit à l'international. Voyez-vous, contrairement à un immeuble qui va avoir du mal à prendre un avion pour voyager, mes amis, un être humain, par définition, bouge. Et donc, puisque vous êtes en mouvement perpétuel, nous souhaitons vous accompagner partout où vous irez. Et quand on parle de mouvement, mes amis, on parle de risque. Parce que sans mouvement, il n'y a pas de risque. Et quand il y a un mouvement, c'est-à-dire un voyage, un mouvement pour aller dans un voyage professionnel, ou voire même un mouvement pour voyager pour son plaisir, faire du trekking, faire du ski, vous allez un peu, si on était votre maman, entre guillemets, les assureurs, on aurait quelques cheveux qui se dressent. Vous avez vu, il ne m'en reste pas beaucoup. Alors, donc, ce qui m'amène à vous dire que, grosso modo, ce que j'ai compris de mon métier, c'est que l'urgence médicale était la note, le la de la protection. C'est vrai que j'aurais envie de vous parler beaucoup de l'assurance, mais non, je veux vous parler de l'urgence. Je veux vous parler de ces moments-là dans la vie où, quelle que soit votre fortune, quelle que soit la qualité de votre contrat, il y a des moments où vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui va vous secourir ou qui va secourir ce que vous aimez. Voilà un peu ce que j'ai envie de partager avec vous, mes amis, auditeurs de French Morning, n'est-ce pas, puisqu'on est invité par cette adorable Julie. Donc, j'ai personnellement voulu que le docteur Hervé Raffin soit présent, parce que je l'ai rencontré il y a 25 ans. Et j'ai retrouvé aussi, un peu comme moi, un fada un passionné et du secours médical. Hervé, c'est pas une toute petite pointure, quoique il aime bien comme ça qu'on parle de lui dans des dimensions plus raisonnables, mais c'est quand même un monsieur qui a assumé de très hautes fonctions auprès des SAMU de France et qui a créé le premier cours, la première école, mais il vous en parlera, d'intervention d'urgence médicale. Donc voilà, je ne veux pas vous parler de Golden Care parce que je n'ai pas du tout envie de faire de la pub. J'aime mon métier et j'ai envie que Hervé et moi, on converse avec vous sur l'urgence médicale. Donc, dans un premier temps, avant de lui poser les questions que j'ai préparées, mes amis, je voudrais qu'Hervé puisse nous introduire un peu son métier, ce qui a allumé cette flamme au fond de lui, qui est l'urgence et le secours des personnes. Bonjour Amine, bonjour à toutes et à tous.
Je suis content d'être avec vous et toujours le plaisir de travailler et d'être avec Amine. L'urgence, effectivement, bon, moi, je suis médecin urgentiste, comme vous l'avez compris, avec un parcours SAMU, mais surtout aéromédical, et à travers Médicare International, une structure privée d'assistance médicale. Depuis 25 ans, je travaille avec Amine, avec comme credo de faire le support médical de toutes les personnes qui ont un souci à l'étranger, que ce soit des touristes, des résidents, des étudiants. Dès qu'un problème médical est posé à l'étranger, on intervient d'abord avec une analyse du problème, un suivi médical et dans un deuxième temps, si nécessaire, un rapatriement. Et un rapatriement, ça peut être un rapatriement simple ou compliqué, immédiat ou postposé. Et tout ça, je reviens avec ce que disait Amine, une notion de calcul de risque. Mais pour nous, le calcul de risque, c'est le bénéfice-risque pour le patient. Donc voilà un peu notre credo au quotidien, c'est la réponse H24 que l'on amène en particulier aux abonnés de Golden Care. Mais Hervé, de toute façon, ce qu'on est en train de raconter est tout aussi vrai pour April, que je salue au passage, Anthony et Frédéric. L'urgence est un peu notre problème. Ce n'est pas du tout la panacée de Golden Care. Nous sommes tous l'arme au poing, comme on dit, pour secourir nos chers clients. Mais d'une manière plus générale, Hervé, puisque enfin, les auditeurs, ils seraient très curieux de savoir, mais quelles sont les origines? Comment est né ce concept de l'urgence médicale? Alors, en faisant très court, parce que le temps court, il y a d'une part, c'est une spécificité assez française. D'une part, il faut rendre aux médecins militaires la capacité d'intervenir en dehors de l'hôpital sur les terrains de guerre depuis les premières guerres. Ils le font très bien avec une grande spécificité. Et par ailleurs, dans les années 60, des médecins, en particulier à Toulouse ou à Montpellier, des anesthésistes ont décidé de sortir de l'hôpital pour aller sur les autoroutes, commencer à secourir les blessés, qui étaient fort graves à l'époque, et les ramener ensuite, une fois stabilisés, sur l'hôpital. C'est le premier concept d'urgence extra-hospitalière, avec en parallèle le professeur Cara à Paris, dans l'hôpital Necker, qui transportait les premiers cas de réanimation, parce qu'à l'époque, on avait une pandémie, qui était le virus de la poliomyélite, qui était redoutable, qui touchait surtout les enfants, et qui a amené à devoir faire les premiers transferts de patients réanimatoires, entre guillemets, sous poumon d'acier, dans des ambulances, entre les différents hôpitaux, vers les quelques services qui pouvaient les prendre en charge. Et 20 ans après, ces ambulances sont devenues le SAMU de Paris. Donc voilà l'urgence extra-hospitalière qui est un peu dans les gènes français, civils comme militaires, pour développer ce qu'on fait maintenant de façon avec une technologie très poussée depuis 10 ans, en dehors de l'hôpital, quand on doit aller chercher des gens à l'autre bout du monde. Ouais, mais c'est marrant parce que tu sais, Hervé, moi j'avais l'impression que l'assistance était née dans les pays du nord de l'Europe. C'est vrai qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont les Danois qui, les premiers, ont créé le concept d'assistance et de ramener des Danois. Pourquoi les Danois? Pourquoi les Danois? Parce qu'ils avaient un service médical qui était déjà développé, parce que je pense que, et ils le sont toujours, ça fait partie des pays riches et qui ont les moyens d'aller chercher ces citoyens à l'autre bout du monde. Donc, ils ont créé, à travers Falk, un concept d'assistance qui a été repris après par une grosse compagnie d'assistance française, dont le nom est bien connu et qui a développé avec Dassault les premiers vols ambulances vers la France dans les années 60. Ah oui, c'est incroyable. Bon, écoute, en tous les cas, de la France à l'international, parce que Medicare conjugue l'assistance, le secours des personnes à l'international. Qu'est-ce qui fait que tu puisses nous parler de cette urgence dans une dimension internationale? Ben, il est clair que il y a de nombreux cas de figure, mais une personne qui est en détresse à l'étranger va avoir besoin qu'on l'aide. Ça va commencer par une assistance psychologique, un support financier et s'assurer qu'il reçoit les bons soins. Et ça doit être fait immédiatement, même avant même que le patient n'entre dans un système hospitalier. On peut en amont déjà estimer la gravité, le conseiller, le prendre en charge psychologiquement
et s'assurer qu'il va avoir les bons soins. Le deuxième travail est de s'assurer qu'elle a les bons soins au meilleur coût, et parce que les soins, ça a un coût. Il faut s'assurer que il va pouvoir s'améliorer, et dans le cas contraire, trouver la bonne solution, qui est parfois de le rapatrier, et quelles que soient les circonstances, sachant qu'en ce moment, effectivement, on va l'aborder après, avec la pandémie de la Covid, ça devient encore plus compliqué que d'habitude, mais c'est déjà un métier compliqué. Oui, oui, non, mais tu me fais glisser gentiment sur ma troisième question, mais avant, je veux te taquiner un peu parce que tu as parlé des meilleurs soins, des coûts. Mais est-ce que les assureurs ne seraient pas les premiers ennemis, quelque part, des décisions que tu serais amené à prendre ou parle-nous un peu de ton expérience entre les assureurs qui veulent maîtriser les coûts, mais on le sait, c'est pas par avarice, c'est parce que tout est dans la prime. Donc, quand on maîtrise le coût, c'est qu'on maîtrise la prime, n'est-ce pas, Anthony? Donc, grosso modo, on veut bien gérer pour que nos clients payent des primes raisonnables dans le futur. Mais parfois, est-ce que ce n'est pas un combat de titans entre ta volonté de développer des moyens et l'assureur de les contenir? Alors, tout dépend de l'assureur. Nous, on a un avantage majeur que tu connais bien, c'est qu'on est une structure complètement indépendante et que c'est notre médecin qui va décider du meilleur moyen de traiter un patient, éventuellement de le rapatrier. Donc, on a cette indépendance de point de vue puisqu'on n'a pas de subrogation avec le payeur. Et ça, c'est un point énorme, ce qui nous permet d'être indépendants et de travailler beaucoup avec, entre autres, les anglo-saxons, qui ont cette approche très différente de la couverture médicale. C'est juste. Ensuite, je sais que je peux te convaincre en disant ce patient-là n'est pas bien pris en charge, il va falloir le ramener, c'est l'intérêt de son pronostic vital ou fonctionnel. Dans d'autres cas, je vais te dire, ce patient-là, il va coûter très cher en réanimation. Nous, on a développé des moyens technologiques pour un contrôle de risque, en sécurité, pouvoir le transporter. Et tu verras que la facture de l'avion-ambulance te coûtera moins cher que 30 jours de réanimation où il va avoir des complications, où il ne sera pas satisfait parce qu'il sera loin de chez lui, et avec un résultat qui ne sera pas forcément meilleur, parfois plus délétère et de toute façon plus coûteux. Donc, on a ce discours que nos médecins, tout en restant indépendants, ont un contrôle des coûts. Et on a développé des algorithmes là-dessus sur des capacités de décision, parce qu'avoir un patient en ligne ou la famille, en plus, biaise la décision du médecin. L'empathie, beaucoup de choses font qu'on peut facilement perdre une décision objective qui est majeure, parce que d'un côté, il y a la santé du patient, et de l'autre, il y a l'assureur qui veut contrôler ses coûts. Oui, oui, mais c'est un débat infini, c'est sûr, c'est sûr. Mais ceci dit, on est en période de pandémie. Je me dis, l'évacuation sanitaire, ça doit être quand même… bon, nous, on l'a vécu. Alors, je sais bien, mais je ne peux pas dire aux auditeurs ce qu'on a fait entre Cancun et Mexico ou d'autres trucs. Mais toi, tu as été, avec Medicare, un grand acteur de l'évacuation sanitaire pour personnes contagieuses. Et l'évacuation sanitaire en période pandémique, c'est rock'n'roll quand même. Alors, on a été les premiers à transporter des cas de Lassa pour les humanitaires. Ensuite, on a été les seuls Européens à ramener les premiers cas Ebola confirmés sous bulle, une technologie qu'on a développée, avec des complications géopolitiques énormes à ce moment-là, mais qu'on a réussi à vaincre parce que dans l'humanitaire, et dès qu'on parle en aéronautique de médical, on arrive à obtenir des autorisations des passe-droits, heureusement, dans l'intérêt du patient. Avec la crise Covid, effectivement, la situation est très complexe. Avec un an de recul, on sait maintenant beaucoup plus de choses sur la maladie. On sait à quel moment il faut évacuer, à quel moment il ne faut pas évacuer. Et on a des procédures compliquées, mais qui sont maintenant réglées. La seule chose, c'est qu'il faut les anticiper, parce qu'on ne peut pas réagir en une demi-heure comme on pourrait le faire en temps normal. Ouais. Et c'est sous contrôle et on a des process. Bon, ceci dit, moi je brûle d'envie de te poser la question, mais parle-nous de une ou deux histoires croustillantes, mais avant, juste avant, sur le plan administratif, est-ce qu'une évacuation des États-Unis ou d'Angleterre ou un rapatriement, je sais que la question n'est pas évidente, hein,
et la réponse l'est encore moins. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des couloirs, il y a un peu une oreille qui écouterait le là d'une urgence médicale? Alors, nous, on raisonne à partir de l'état clinique du patient. Donc, on a des algorithmes qui sont très précis, qui reviennent des expériences en réanimation de nos équipes médicales, et on sait à quel moment on va ou pas pouvoir rapatrier quelqu'un. En cours, c'est tout au début de la maladie, ou une fois qu'ils sont graves et stabilisés. Un problème de cette maladie, c'est que la dégradation peut arriver très vite, en très peu de temps, et d'une façon très intense. Donc, on ne peut pas se faire piéger à bord d'un avion avec un malade qui va se dégrader. Donc, Non. ça, médicalement, pour nous, c'est carré et on a nos critères décisionnels. Après, il est clair que le problème est plus d'envoyer une équipe que de ramener un malade. Parce qu'envoyer une équipe, en particulier aux États-Unis, ça signifie déjà les États-Unis, contrairement à ce qu'on pense, c'est un pays compliqué pour les vassals. Toutes nos équipes ont des visas B1, B2, parce qu'il faut un visa pour aller chercher un malade en avion ambulance aux États-Unis. Il faut simplement l'ESTA quand on a un avion de ligne, mais déjà, classiquement, donc, c'est avoir un visa dans sa poche pour pouvoir partir vite. Et actuellement, les Français, notre équipe, les Marocains, notre équipe marocaine, c'est encore plus compliqué, mais les Français, au départ de la France, doivent avoir une autorisation spéciale. Ouais, ouais. Comme on est référencé auprès de l'ambassade des États-Unis, on l'a en moins de 24 heures. Donc, ce n'est pas un handicap. Mais tout ça, ça s'anticipe. Ça s'anticipe pour avoir les PCR, ça s'anticipe pour avoir les PCR pour revenir, sachant qu'il faut qu'elles soient négatives. Donc, la vaccination, c'est un véritable bonheur actuellement. Faites-vous vacciner. Tout le monde chez nous s'est fait vacciner dès qu'ils ont pu. Et c'est une sécurité absolue, mais on reste tributaire des PCR pour partir, pour revenir, pour le patient et pour les accompagnements du patient aussi. Donc, tout ça, c'est de l'anticipation. Tout est jouable. On a des délais qui s'allongent de 24 heures par rapport à une autre structure, par rapport à d'autres circonstances, mais tout est faisable. Si on arrive à bien anticiper tout ça, c'est un système de jeu de puzzle qu'on maîtrise désormais. Tu sais que j'ai pas loupé ton conseil à la vaccination, mon cher Hervé. J'espère que nos auditeurs feront chacun son choix en fonction de son karma cosmique, parce que c'est une grande question, ça. Mais avant qu'on puisse redonner la parole à Julie, si on a quelques minutes de plus, j'ai vraiment envie, parce que Hervé, vous pouvez bien imaginer que j'en ai passé des moments avec lui, et il m'en a raconté des histoires un peu zarbidoïdes, quelques-unes comme ça. Il me dit, tu sais, quel que soit le niveau de technologie qu'on puisse atteindre, parfois le dernier kilomètre, on doit le faire en rampant pour aller sauver quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, avec cette excitation tout azimut qu'ont nos chers clients d'aller pêcher la crevette mauve en Antarctique ou de faire du trekking, je ne sais pas où, le jour où ils ont un problème, on doit aller les chercher. Oui. Alors, je sais que Hervé en a quelques-unes. Je voulais terminer comme ça sur une note un peu Paris Match, voyez-vous, où on peut dire, Hervé, raconte-nous la plus croustillante de toutes, ou une d'entre elles. Voilà. Oui, bon, il y en a beaucoup qu'on peut pas raconter pour des tas de raisons. Des spectaculaires, des compliqués, il y en a régulièrement. Mais effectivement, celle à laquelle tu penses, très rapidement, on a eu le cas il y a 2 ans au Maroc d'un touriste anglo-saxon qui, dans les monts de l'Atlas, a fait une chute de 10 mètres sur des rochers et s'est retrouvé au refuge du Toubkal à 3500 mètres d'altitude, bloqué avec des polyfractures et dans l'impossibilité de descendre. Donc, on a été contacté pour aller le chercher. On a activé les services publics marocains. La gendarmerie royale n'avait pas la possibilité d'aller le chercher. Au niveau des hélicoptères privés, on l'a affrété. Les autorisations sont difficiles à obtenir parce que c'est la montagne et c'est une zone militaire. Bref, le soir, le malade était toujours là, s'aggravait, était isolé dans son refuge. Il a fallu trouver des solutions. Donc, première tentative, c'était partir en quad dans la nuit sur les monts du Toubkal, mais le quad passe pas sur les petits sentiers. Et donc, on est parti au petit matin
à pied. Donc, l'ambulance est allée jusqu'au point le plus proche. Là, notre équipe médicale marocaine, avec notre logisticien, ont pris des mulets pour porter le même matériel, parce qu'on avait de l'oxygène, le matelas coquille, et ont réussi à obtenir, à joindre le patient, qui avait en plus un pneumothorax qui désaturait, qui était vraiment pas bien, en plus 3500 mètres, c'est pas anodin. Et ils ont mis 6 heures pour le descendre à Dodane, tantôt à Dodane, tantôt à Dodome, parce qu'il y avait l'équivalent des Sherpas là-bas. Et on voit des photos de mauvaise qualité, mais à travers les névés, dans la neige, à descendre ce malheureux touriste jusqu'à la route, puis ensuite à l'hôpital. Et ils ont mis 6 heures pour le descendre. Ça s'est fini à la lampe de poche de nuit, forcément. Tantôt à dos de mulet, sous oxygène, tantôt à dos d'homme. Et il a fini à la clinique où il a été réparé. Et quelques jours après, il continuait son périple avec prudence parce qu'il avait quand même des fractures de côte, un pneumothorax. C'est pas rien. Mais voilà. Ce genre de choses, on peut mettre tous les algorithmes qu'on veut, toutes les couvertures médicales. Il y a un moment où il faut retrousser la chemise, trouver des solutions originales, avoir les gens qui vont bien. Et puis, comme on dit là-bas, il y a le là, et puis ça passe. Oui, oui. Écoute, comme les secondes sont comptées, moi, je te remercie sincèrement. Vous avez remarqué que j'aime beaucoup Hervé. Hervé me supporte un peu. Ceci dit, c'est avec grand bonheur que je passe la main à Frédéric et à Anthony. Hervé, j'espère qu'on va retrouver tous les auditeurs de French Morning pour leur raconter beaucoup d'autres histoires. On ne va pas encore faire une bande dessinée qui s'appelle Hervé Raffin, parce que c'est oui, comme Tintin, tu vois. Non, mais c'est pas Hervé Raffin, c'est toute une équipe derrière. Oui, 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 mais bon, c'est quand même énorme. C'est quand même, je peux vous dire que moi, je suis très heureux d'assumer mon métier depuis quelques années chez Golden Care parce que je sais qu'en cas de gros pépins, de pépins vraiment brûlants, j'ai un fédé qui va tout faire pour sauver cette personne d'une manière ou d'une autre, au-delà des intérêts financiers, je l'ai vu. Ceci dit, moi, j'ai un message à donner à tous nos auditeurs, au vôtre, ma chère Julie. N'oubliez jamais que le risque, c'est vous. C'est vous qui êtes né, c'est vous qui pouvez tomber malade, c'est vous qui pouvez avoir un accident. Gérez votre risque. Le fait de vous assurer, c'est de transférer une partie des effets de ce risque, mais soyez infiniment responsable pour qu'on puisse continuer à assumer un peu ce qu'on appelle, nous, entre guillemets, une assurance. Mais sachez que c'est un pas de danse qu'on mène avec vous. C'est important de le savoir. Apprenez à gérer votre risque et on continuera à faire tout ce qu'on peut pour vous aider à emporter les conséquences. Personnellement, je vous embrasse tous et je repasse la parole à Julie. Portez-vous bien, mes amis. Merci, Amine et Hervé. Amine et Hervé restent avec nous. Donc, pour tous les auditeurs qui souhaitent leur poser des questions un peu plus tard, n'hésitez pas. C'est maintenant, nous sommes en direct. On parle de la santé au Royaume-Uni. On va laisser la parole maintenant à Anthony qui va nous expliquer un peu le système de santé au Royaume-Uni. Bonjour Anthony, merci d'être là. Bonjour Julie, merci. Merci aux intervenants de Golden Care également pour cette présentation très intéressante. Alors, durant ces quelques minutes que nous avons ensemble, je vais vous parler un peu plus du système britannique, donc du fameux système NHS. On va essayer de l'appréhender sur ces quelques minutes dans les grandes lignes pour bien le cerner. Nous verrons ensemble les avantages, les limites également de ce système et également l'importance de choisir une assurance santé privée adaptée à votre situation et à vos besoins, puisqu'effectivement, chaque situation va être différente et propre à chacun. Donc, voilà, on va s'intéresser à ces différents éléments-là sur les quelques minutes que nous avons ensemble. Alors, rapidement, quelques mots sur April International, qui sommes-nous? Nous sommes le premier courtier grossiste français. Ça fait désormais plus de 40 ans que nous concevons, distribuons et gérons également des solutions d'assurance pour toute personne qui va séjourner à l'étranger, que ce soit pour des courtes, moyennes ou longues durées. Dès lors que la personne quitte son pays de nationalité, nous allons pouvoir proposer une solution, et ce, quel que soit le statut de la personne,
quel que soit le pays également, que ce soit en famille, une expatriation, pour un salarié, pour une entreprise, nous pourrons proposer une solution, et ce même si vous êtes déjà à l'étranger également. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, on est présent évidemment sur plusieurs continents pour pouvoir gérer cette zone, les différentes zones géographiques et les différents créneaux horaires. Et nous sommes notamment présents dans 15 pays, et plus précisément, ce qui va nous intéresser sur Paris et sur Londres, l'objet du webinaire, pour être au plus proche des Français de l'étranger et surtout pouvoir partager avec vous notre expertise à la fois locale et internationale et notre connaissance du marché sur place. Voilà sur les quelques mots que je pouvais dire sur April International. Alors, parlons du système de santé au Royaume-Uni. C'est un système qui est assez complexe, donc on va essayer de le simplifier pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Donc, le système s'appelle NHS. On peut, dans les grandes lignes, le comparer à la sécurité sociale française, si vous voulez. C'est une sorte d'équivalence. Donc, c'est un système public qui est gratuit, mais uniquement sur certains soins, comme nous allons le voir ensemble là tout de suite. Alors, il est destiné à toute personne qui va séjourner au Royaume-Uni plus de 6 mois. Alors, l'adhésion au système NHS n'est pas automatique. C'est à vous de faire la demande d'adhésion auprès d'un centre NHS pour que les démarches soient validées et qu'ils puissent vous fournir un certificat d'assurance. Alors, attention, selon les pays, que ce soit l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, vont gérer de manière différente les centres NHS, et donc les réformes éventuelles également peuvent varier. On va se concentrer plutôt sur le système anglais aujourd'hui. Alors, un point également important, le parcours des soins est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faudra absolument que vous passiez par un médecin généraliste avant de pouvoir consulter un spécialiste. Et c'est ce médecin généraliste, justement, qui va décider de la nécessité ou non de vous rendre auprès de ce spécialiste. Voilà pour le parcours des soins qui a bien gardé en tête. Au niveau de la couverture du NHS, donc, les consultations médicales, comme vous le voyez à l'écran, ainsi que les hospitalisations, dès lors qu'elles sont effectuées, ces soins-là, dès lors que ces soins sont effectués au sein d'un centre médical agréé par le NHS, sont totalement gratuits. La prise en charge est donc totale. Vigilance tout de même sur certains soins, comme les soins dentaires, ophtalmologiques également, tels que les lunettes, par exemple, ainsi que les médicaments sur prescription, où là, vous devrez avoir un reste à charge, une participation financière sera demandée. Alors, il existe des exceptions comme la pilule contraceptive, par exemple. Vous pouvez retrouver toute la liste précise, complète des frais, avec le montant également sur le site du NHS si vous le souhaitez. Et c'est vraiment très bien détaillé pour vous éviter toute mauvaise surprise. Alors, concernant le Brexit, dans les grandes lignes, si vous êtes résident avant le début d'année 2021, donc avant le 31 décembre 2020, vous disposez tout simplement des mêmes conditions qu'auparavant, avec toujours cette nécessité de vous enregistrer auprès du centre NHS, et toujours cette obligation de passer par ce réseau de soins si vous souhaitez bénéficier de cette gratuité de soins. En revanche, si vous êtes résident après le 1er janvier 2021, vous devrez vous acquitter d'une somme de 624 livres par an et par personne, afin de pouvoir bénéficier, comme toute autre personne, du réseau de soins NHS. Vous pouvez retrouver également plus d'informations sur le site du gouvernement anglais là-dessus. Vous pourrez trouver toutes ces informations. Donc, voilà, dans les grandes lignes, comme on l'a dit en un clin d'œil, sur le système NHS. Voici quelques coûts de santé. C'est vraiment quelques exemples. L'idée principale ici, c'est tout simplement de garder en tête que les coûts habituels en France ne sont pas les mêmes à l'étranger, surtout au Royaume-Uni. Et là, les coûts affichés sont vraiment dans le secteur privé. On voit bien que les différences peuvent être notables. On est du simple au double. Voilà. Sur un médecin généraliste en France à 25 € par exemple, au Royaume-Uni, alors bien évidemment, selon votre situation géographique, là où vous êtes et selon les médecins, ça peut varier entre 100 et 200 € la consultation. Les différences notables vont se faire surtout sur les hospitalisations à titre dans des cliniques privées, par exemple, où là, les frais peuvent être facilement multipliés par 2 ou 3. Donc, bien garder cela en tête avant de vous expatrier. Bien rechercher également, vous pouvez chercher sur Internet ou sur notre site Internet également sur april-international.com. Vous trouverez facilement d'autres exemples de comparatifs de coûts de santé à comparer. Là, encore une fois, on est vraiment sur le secteur privé, ce dont je parlais.
Voilà pour quelques coûts de santé. Sur les points d'attention du NHS et donc les limites de ce système-là. Il y a une limite très importante et très contraignante, comme vous l'avez deviné, c'est que le réseau de soins, il est obligatoire. Et du coup, vous êtes en totale dépendance des délais d'attente avant de pouvoir consulter un médecin, avant d'obtenir un rendez-vous, avant d'aller vers un centre médicalisé. Quand on parle de délais d'attente importants, ça peut varier entre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, encore une fois, selon où vous êtes situé géographiquement. Donc là, c'est vraiment la grosse contrainte à garder en tête du système NHS. Vous êtes totalement dépendant des délais d'attente. La gratuité des soins n'est pas totale non plus, comme on l'a vu. Selon les soins que vous allez effectuer, il y a un reste à charge, une participation financière qui sera demandée. C'est important aussi de le garder en tête. Également, des frais de 624 livres qu'on a vu tout à l'heure par an et par personne. Voilà. Donc, il n'y a pas une gratuité totale de ce système-là. La qualité des soins également, c'est un point important, n'est pas forcément la même entre le public et le privé, selon encore une fois votre situation géographique et selon d'un médecin, d'un centre hospitalier à un autre également. Donc, il faut aussi prendre cela en compte, en plus des délais d'attente, que la qualité des soins peut être un petit peu dégradée. En tout cas, l'attention que vous fournirez le médecin, par exemple, peut être plus courte que dans le privé. Le secteur privé n'est pas du tout couvert par le système NHS. Ce n'est pas le but du système NHS de couvrir le secteur privé. Ce n'est pas du tout son but. Vous n'êtes pas non plus couvert dans votre pays de nationalité. Et, on le voit par expérience, beaucoup de Français, et beaucoup de Français, notamment à Londres, par exemple, qui reviennent en France effectuer parfois des soins parce qu'il y a le médecin de famille qui est en France et on effectue des soins de routine en France. Voilà, mais tout cela n'est pas couvert par le système NHS. Voilà pour les principales limites du système NHS qu'on pouvait présenter. Alors, quelle solution s'offre à nous, s'offre à vous? Dans un premier temps, il y a la solution locale qu'on vient de voir, donc avec le système NHS, avec donc son avantage qui est la gratuité tout de même d'une partie des soins, et une partie vous devez participer financièrement, mais ça reste tout de même très accessible. C'est le but du système NHS, d'être accessible pour tout le monde. Ça, c'est la première solution avec ses avantages, mais également ses limites, comme on l'a vu avec une non-couverture sur le privé, une non-couverture en France et des délais d'attente quand même très importants, surtout en cas d'urgence. Voilà, faites attention, gardez-les en tête. Et il y a deux possibilités alternatives. Alors, il y a soit la couverture CFE, donc la Caisse des Français à l'étranger. La Caisse des Français à l'étranger, c'est une adhésion qui est volontaire, n'est pas obligatoire. C'est destiné pour les personnes françaises qui, à travers une cotisation donc, trimestrielle, basée principalement sur votre âge, vous permettra de maintenir vos droits à la sécurité sociale française actifs à l'étranger et également en France lorsque vous revenez en France effectuer des soins. Vous pouvez également continuer de cotiser pour la retraite, par exemple. Et un point très important, c'est lorsque vous reviendrez d'expatriation, si jamais vous souhaitez revenir vivre en France, la sécurité sociale française, normalement, impose une carence de 3 mois avant que vos droits soient réactivés. Grâce à la CFE, vous allez avoir cette continuité de couverture et vous n'aurez pas de carence. C'est vraiment un point fort de cette couverture CFE, c'est cette continuité de couverture pour les Français et ce lien qui est conservé avec la France. Vigilance, tout de même, la CFE ne rembourse que sur la base des remboursements de la sécurité sociale française. Elle ne fait pas le rôle de mutuelle. Par exemple, vous voyez à l'écran, pour le Royaume-Uni, sur une facture, la CFE va peut-être intervenir à hauteur maximum de 20%. Le reste est donc de votre poche si vous ne prenez pas de mutuelle. Et c'est là le point important. Il est primordial de sélectionner une couverture mutuelle complète qui va justement venir compléter les remboursements de la CFE. Ce que ne rembourse pas la CFE, la mutuelle, comme le système en France, cette mutuelle internationale va venir le couvrir, que ce soit d'ailleurs au Royaume-Uni ou en France, que ce soit dans le secteur public ou privé. Voilà pour la couverture CFE. Il y a une troisième alternative, alors qui est l'assurance au premier euro. C'est un terme un peu particulier qui signifie tout simplement une couverture totalement privée, qui est totalement parallèle aux autres régimes de base existants sur place. C'est une couverture qui est généralement proposée par les assurances
en frais réels, c'est-à-dire où c'est 100% de la facture qui est remboursée. On n'est plus sur des remboursements de la base de la sécurité sociale française. C'est une solution souvent proposée à titre international, où la couverture est au Royaume-Uni, en France, comme je vous l'ai dit, mais également à l'étranger, si jamais vous êtes amené à voyager pour des déplacements professionnels ou même touristiques, par exemple, sur ces séjours temporaires, avec généralement un libre choix du réseau de soins, dans le public, dans le privé, comme je vous l'ai dit. C'est vous qui avez le choix, y compris si vous préférez effectuer les soins en France. Certaines assurances vous proposent également des facilités de paiement, comme du tiers payant hospitalier. Par exemple, en cas d'hospitalisation, voilà, l'assurance va intervenir pour que vous n'ayez pas à débourser 6 000, 10 000 euros, par exemple. C'est l'assurance qui va directement prendre en charge ces frais-là, directement auprès de l'hôpital. Également, ça va être des remboursements digitalisés, c'est-à-dire vous n'aurez pas besoin d'envoyer la facture par courrier depuis Londres ou depuis une autre ville anglaise, par exemple, vers la France. Voilà, vous pouvez scanner ou via des applications mobiles, par exemple, qui existent. Vous pouvez prendre en photo la facture et être remboursé très rapidement. Il y a d'autres services également qui sont souvent proposés par les assurances privées. Ça peut être de la téléconsultation gratuite à distance, du soutien psychologique également, voilà, des choses qui viennent compléter la couverture. Quoi qu'il arrive, il est important pour éviter les pièges d'anticiper, comme ça a été un petit peu dit par les intervenants précédents, d'anticiper cette recherche d'assurance et surtout de vous orienter vers une solution qui est adaptée à vous, à vos habitudes de consommation, à vos besoins. Regardez bien également le détail des garanties qui sont proposées par les assurances, puisque d'une assurance à une autre, les garanties peuvent être complètement différentes. Faites attention également aux franchises obligatoires. Certains contrats d'assurance mettent des franchises obligatoires, c'est-à-dire vous avez un reste à charge systématique sur chaque acte de remboursement. Donc ça, c'est un point important qu'il faut regarder. Choisissez également une assurance rapatriement, et ça a été évoqué précédemment, on l'a vu avec des urgences médicales. Il est primordial de prendre une assurance rapatriement, et c'est l'assurance qui, justement, en cas de gros pépins de santé, va pouvoir intervenir et prendre directement en charge les frais, vous rapatrier en France et prendre en charge également directement l'hospitalisation, sans que vous n'ayez à débourser des sommes importantes. Voilà. Et c'est important d'anticiper cela avant, malheureusement, d'avoir des problèmes de santé. Faites attention également dans les pièges à éviter sur les tarifs très bas des assurances. Si le tarif est très bas, ça signifie forcément que la couverture proposée aura des limites ou des contraintes dans le fonctionnement, dans le remboursement des soins. Voilà. Pensez aussi à regarder si vous avez une couverture en termes de risque juridique ou également en termes de responsabilité civile, si jamais vous êtes amené à causer des dommages, que ce soit corporels ou matériels, à des tierces personnes, par exemple. Donc voilà. Regardez tout cela en amont, comparez également, prenez le temps et comme je vous l'ai dit, le principal, c'est d'anticiper au mieux pour éviter de vous retrouver dans des situations de stress, puisque le but de l'assurance et de nous d'April International Care, puisque c'est notre métier, c'est que votre expatriation se passe de la meilleure des manières possibles. Et que ça serait dommage d'arrêter une expatriation à cause d'une assurance insuffisante de santé, par exemple, ou de mauvais choix de garantie dès le début. Donc voilà, prenez le temps de bien regarder ça en détail. Un dernier point également, c'est que la CEM, depuis le Brexit, donc la carte européenne d'assurance maladie, ne fonctionne plus au Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni est sorti, comme vous le savez, de l'Union européenne. Si jamais vous avez des questions, s'il y a des points qui ne sont pas assez clairs, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On a une équipe de conseillers qui pourront vous renseigner, vous faire également un devis gratuitement, que ce soit sur WhatsApp, par email, par téléphone. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. C'est notre métier de pouvoir vous accompagner au mieux dans cette démarche d'expatriation. Voilà pour ce que je pouvais dire sur April International et sur le système anglais. Puis je vous retrouve en fin de webinaire si jamais vous avez des questions. Merci Anthony. Comme Anthony l'a dit, on vous retrouve à la fin de ce webinaire pour les questions. Avant la partie questions-réponses, on va laisser la parole à Frédéric Duplessis, qui est psychanalyste et qui va aborder, lui, pour sa part, la santé psychique de l'expatrié. Merci Frédéric d'être là
La parole est à vous. Merci de m'accueillir. Merci aux intervenants précédents qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai trouvé que c'était assez pratique et très intéressant. Pour ma part, je suis psychanalyste depuis maintenant 5 ans et j'ai tout de suite pratiqué la téléconsultation avant le confinement. Ce qui fait que du coup, j'ai pu m'organiser très simplement lorsque le confinement a eu lieu, sachant que je travaille à la fois avec des ressortissants français, mais aussi avec des expatriés partout dans le monde ou des hommes d'affaires en voyage également. Donc, l'idée de la participation à ce webinaire aujourd'hui, c'était de parler un petit peu de ce qui se passait au niveau de la santé psychique de l'expatrié d'une part, et également de ce qui se passait en temps de Covid, et puis comment cet expatrié pouvait y faire face naturellement, mais aussi comment à un moment, on se trouvait dans des situations où on avait besoin d'aller plus loin dans un travail personnel pour pouvoir véritablement se libérer de tout ce qui nous empoisonne la vie. Voilà. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on décide de partir en voyage et notamment de s'installer dans un pays, quelque part, et ça va être le fil rouge, on emmène avec nous des valises. Et la question est de savoir quel type de valise on emporte avec nous et d'où elles s'originent. Ce qu'on peut savoir à partir du moment où on décide de s'installer, là ici au Royaume-Uni, c'est qu'on a généralement le plaisir de l'aventure et de l'inconnu, on a la curiosité intellectuelle et les rencontres, on a le changement, on a les opportunités professionnelles, bref, on a tout un ensemble d'excellentes raisons pour avoir le désir de s'expatrier, d'aller vers de nouveaux horizons et de pouvoir s'éclater quelque part dans des solutions sympas qui vont au-delà de ce qui pouvait nous être proposé en France, dans notre pays. Donc, ça va être une expatriation qui va se passer avec plaisir. Toutefois, au niveau psychique, il faut quand même faire attention au fait qu'il peut arriver que nous ayons des sentiments de déracinement, que la distance puisse poser problème, même si aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus simple, qu'il y ait une forme de solitude qui se mette en place. Et puis, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a l'aspect carte postale, même pour la famille, pour les gens restés en France. On imagine que les gens vont aller voyager un petit peu comme sur les cartes postales. Mais en réalité, dans la vie courante, quand on est expatrié, c'est comme dans la vie courante en France. On peut travailler dans des usines, on peut travailler en banlieue, on peut avoir un petit studio. Ce n'est pas toujours extraordinaire. Et puis, on va aussi devoir travailler sur les écarts culturels. On a beau avoir une curiosité intellectuelle à aller vers les autres, à découvrir de nouveaux horizons, il n'empêche que cet écart culturel peut aussi avoir créé un souci qu'on n'aurait pas imaginé. Et c'est pareil dans les écarts sociologiques. On a des habitudes de vie, on a des modes de fonctionnement et d'organisation, on a des coutumes, on a une culture, et il y a un moment où ça peut aussi créer des frictions pour soi et pour les autres, et sans qu'on le veuille vraiment, même si on avait le désir de s'accoutumer, de s'acculturer, et ainsi de suite. Donc, être expatrié, ça peut être un choc psychique à un moment. C'est un petit peu comme le burn-out, les grains de sable, vous savez, du burn-out, c'est-à-dire qu'on veut parler de la souffrance qu'on a au travail, mais à chaque fois qu'on essaye d'en parler, ce sont des petites choses insignifiantes et on se sent ridicule d'en parler, sauf que ce sont des petites choses insignifiantes qui s'accumulent et qui font qu'à un moment, on s'écroule. Là, c'est un petit peu pareil, on peut avoir une sorte de burn-out en tant qu'expatrié, c'est-à-dire qu'on a plein de petits détails auxquels on n'avait pas pensé, auxquels on n'était pas préparé, qui peuvent nous mettre en difficulté. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe réellement? On sait que pour beaucoup de gens qui ont été formés auparavant, il y a différentes phases par rapport à cette expatriation. Il y a l'euphorie, tout d'abord. Ensuite, il y a l'acculturation. Ensuite, il peut y avoir une forme de spleen qui va se mettre en place. On va avoir peut-être un mal du pays. Et puis, on peut aussi avoir la barrière de la langue par moment qui peut nous coincer parce qu'on n'a pas toutes les… Même si on a bien appris une langue, même si on a un niveau TOEIC qui est nickel, il n'empêche qu'il y a certaines subtilités régionalistes, il y a certaines subtilités ou certains échanges du moment qu'il faut arriver à saisir et on n'est pas toujours dans la boucle avec les collègues ou avec tout le monde. Il y a les ascenseurs émotionnels parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on part un petit peu en inconscient, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va et qu'on découvre au fur et à mesure en avançant et en marchant. Et puis, on a tout ce qui peut être de l'ordre de la perte identitaire, de la perte de repères, ainsi que, par là même, la confiance en soi qui peut être remise en question parce qu'on part souvent confiant. La plupart des profils qui vont à l'expatriation sont des gens qui sont intéressés par l'international, qui ont une très grande curiosité intellectuelle, qui veulent rencontrer des gens, mais qui ont généralement pas mal confiance en eux.
Mais malheureusement, ça peut justement abraser cette confiance qu'ils avaient quand ils étaient en France et qui, d'un seul coup, confrontés à d'autres cultures, à d'autres situations, ils peuvent perdre pied. L'effet KissCool qui va derrière, puisque bon, il y a aussi l'effet distance, mais aujourd'hui, bon, en plus avec l'Angleterre, il n'y a pas un gros décalage horaire. Les réseaux sociaux nous permettent de rester en contact. Les téléphones mobiles, aujourd'hui, on n'a pas de problème on a des forfaits illimités, et on a WhatsApp, on a tout ça qui nous permet véritablement de rester en contact, ce qui n'était pas le cas avant. Quand on partait, c'était une vraie expédition, une vraie coupure. Aujourd'hui, on peut quand même arriver à avoir du lien. Néanmoins, on a eu un effet KissCool, effectivement, c'est la Covid. Alors, ce qu'on a vécu en France ou ce qu'on a vécu chez nous, quand on est expatrié, on peut se trouver face au même phénomène, mais un peu en surmultiplié, c'est-à-dire que la Covid-19, il ne faut quand même pas oublier qu'à la base, c'est un mal invisible pour les gens et pour la population, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. On s'est trouvé avec des tests PCR à faire, ça c'est ce qui a été mis dernièrement, mais auparavant, on s'est trouvé, et c'est bien normal, des gouvernements, des personnes, des médecins qui essayaient de comprendre un petit peu ce qui se passait dans des contradictions dans les informations et dans les injonctions. Il y a une forme d'imprévisibilité parce que tout le monde s'adapte au fur et à mesure de situations. Et du coup, le public qui est habitué toujours à être bien cadré, à être dans un contexte qui est sécurisé, là, tout le monde est livré un petit peu à quelque chose de nouveau. Et puis, on a l'effet des vaccins, le questionnement sur ce que sont ces vaccins, parce qu'il y avait déjà des débats auparavant, et puis tout ce qui vient aujourd'hui, notamment pour les gens du Royaume-Uni, c'est-à-dire toutes les contraintes de la quarantaine, tous les débats qui sont faits ces derniers jours par rapport à des injonctions un peu difficiles. Alors en face de ça, parce que là on parle de ce qui est difficile, bien entendu, et de ces ruptures, on a quand même autour de soi des collègues avec lesquels on peut discuter, et ça peut nous aider déjà à nous sortir de tout ça. On a des connaissances, parce que petit à petit on se crée un réseau de connaissances sur place. On a également des associations, on a des réseaux et des organismes qui sont identifiables pour l'expatriation, notamment French Morning. Et puis, on va avoir le sport, on va avoir la méditation, on va avoir des coachs éventuellement, on peut faire appel au développement personnel, se faire accompagner. On va avoir des médecins qui vont pouvoir véritablement nous aider, éventuellement nous aider aussi avec une médication, les anxiolytiques, les antidépresseurs, toutes ces choses-là qui peuvent vraiment nous aider ponctuellement pour pouvoir arriver à sortir un peu la tête du seau quand on n'est pas bien. Et puis, on va avoir également des psychologues qui, eux, vont nous permettre aussi de pouvoir nous resituer sociologiquement, comportementalement, qui vont nous permettre de parler, qui vont nous permettre de véritablement pouvoir nous exprimer sur ce qui se passe en vis-à-vis. Voilà un petit peu pour l'essentiel des ressources dont on dispose en face de ces difficultés-là. Et puis, on va aussi pouvoir faire appel à des thérapeutes divers dans différents domaines. Néanmoins, malgré tout ça, malgré ce développement personnel, malgré toute l'emprise qu'on peut avoir sur soi, malgré tout le travail qu'on peut faire sur soi, malgré tous les conseils qu'on peut avoir, il n'empêche qu'il y a des choses, comme dans la vie courante, qu'on soit expatrié ou non, qui reviennent. C'est-à-dire qu'on va trouver des pulsions, on va trouver des répétitions de vie. C'est-à-dire que souvent, on part en expatriation parce qu'on veut abandonner une vie qui ne nous plaisait pas en France, par exemple. Et puis, on va se rendre compte à un moment que, curieusement, les situations qui ne nous plaisaient pas en France, on les retrouve avec les collègues aussi au Royaume-Uni ou dans le pays où on est allé. Les répétitions d'histoires de couple, c'est-à-dire qu'on change de conjoint et puis on se rend compte que finalement, on tombe un peu toujours sur les mêmes types de personnes avec les mêmes types de problèmes. Voilà. Et ça, avec tout ce qu'on fait à notre corps défendant, toutes les réactions involontaires qu'on peut avoir, c'est tout un ensemble de choses qui appartient à un domaine très spécifique qu'on maîtrise très difficilement parce que ça s'est créé dans notre vie depuis qu'on est tout petit et ça peut avoir des incidences très importantes. Alors, l'effet fuite de l'expatriation, c'est une chose, mais il y a aussi l'effet répétition simple, c'est-à-dire qu'on vient en fait avec nos valises et c'est pour ça que je veux garder ce fil rouge. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? On rentre dans quelque chose au niveau du psychisme qui n'est plus d'ordre comportemental, qui n'est plus de l'ordre de la raison, qui n'est plus de l'ordre du développement personnel, mais qui est de l'ordre de l'inconscient, c'est-à-dire tout ce qui s'est créé dans notre vie. Alors notre inconscient, et c'est pour ça que la valise vient avec le petit bébé, il s'est créé depuis qu'on est né et qu'on ne pouvait pas parler. C'est-à-dire qu'on était dans les bras de notre maman ou de la personne qui s'occupait de nous et on essayait d'exprimer en pleurant si on avait mal, si on avait faim, si on avait envie de faire pipi, voilà. Et notre maman ou la personne qui s'occupait de nous essayait de comprendre ce qui nous arrivait
Et comme on ne pouvait pas parler, ça a créé nos premières névroses parce qu'on essayait de parler, on essayait d'exprimer. Et puis, les plus grands névrosés qui ne sont pas pathologiques, ils sont médecins du monde, ils sont scouts de France, ils ont envie d'aller vers les autres, ils ont envie de communiquer. Et c'est aussi le cas de beaucoup d'expatriés qui ont le désir d'aller vers les autres et d'aller vers de nouveaux pays, de nouvelles cultures et tout ça. Et ce petit bébé, quand il s'est développé, il a eu tout un ensemble d'expériences qui se sont stockées à la fois dans sa mémoire consciente, dans ses apprentissages, mais aussi dans son inconscient, c'est-à-dire dans ses réactions, dans ses phobies, dans ses peurs, dans ses réactions. Et comme on le voit, quand on s'expatrie, on part avec ses valises, on part avec son cerveau, et forcément, on emmène avec soi tout ce bagage qui fait qu'à un moment ou à un autre, ça se représente, même au sein de l'expatriation. Et comme notre inconscient, en quelque sorte, est un dispositif, c'est notre pilote automatique en quelque sorte. Alors, on parle d'inconscience, on parlait de subconscience, sans diviser tout ça, mais on va juste dire que simplement notre inconscient, c'est aussi lui qui nous fait pousser les cheveux, qui fait circuler le sang. Il nous fait respirer sans qu'on ait besoin d'y penser, et puis on peut prendre notre respiration en contrôle comme on veut et contrôler notre respiration. Cet inconscient, il a stocké depuis qu'on est tout petit tout un ensemble de choses au travers de la parole, et notamment quand on a commencé à parler à ses parents, à son entourage, on a commencé à se créer une structure psychique, une reconnaissance, parce que dans les yeux de nos parents, quand on parlait, on était reconnu. Voilà. Et cette structure psychique s'est mise en place, et puis on est allé à l'école, on a encore parlé aux petits copains, à la maîtresse, et il y a une nouvelle structure psychique qui s'est mise en place avec une autre personnalité parce qu'on était reconnus différemment. Et d'ailleurs, quand on va à la maison et que les parents nous demandent comment ça s'est passé à l'école, on n'a pas trop envie d'en parler parce qu'on n'est pas exactement la même personne qu'à la maison, en famille, qu'à l'école. Et puis après, au sport, après dans les associations, après au lycée, après pendant la puberté, à chaque fois, on va avoir des surnoms, on va avoir une personnalité un petit peu différente en fonction des groupes avec lesquels on travaille, où on est. Et c'est ce qui va nous constituer psychiquement la personnalité que nous percevons de nous-mêmes. Et tout ça s'inscrit dans notre inconscient également et dans nos réflexes. Et notamment, ça s'inscrit, tel que Lacan l'a expliqué, ça s'inscrit comme un langage. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, notre cerveau, on l'emmène, qu'il soit international, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a une bibliothèque d'informations, les livres qu'on voit dans la valise, on a une langue dans laquelle on est né, ça peut être la langue native française, ça peut être une autre langue, et c'est au travers de cette langue et de cette parole qu'on s'est constitué psychiquement au départ, et puis il va venir s'ajouter une nouvelle langue. Bon. Et à partir de ce moment-là, on va se rendre compte que si l'inconscient est structuré comme un langage, ça veut dire qu'il est structuré comme un rébus et qu'il enregistre les informations mot pour mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, dans la valise, j'ai mis un chat. Si je vous parle d'un chat, aujourd'hui, vous envoyez en photo, mais celui que vous avez à la maison est très différent chez vous de celui que moi j'ai en tête au moment où j'en parle. D'accord? Ça veut dire qu'on est déjà dans une vérité très particulière au niveau sensation. Mais si on parle d'un chat, au travers de la parole, ça peut être un chat dans la gorge, ça peut être le chat d'une aiguille, ça peut être le chat machine, par exemple, ou un savon Le Chat qu'on a en France. Je ne sais pas si Henkel et Procter & Gamble utilisent toujours la marque Le Chat en Angleterre, mais en France, c'est le chat. Et pour un Français, ça veut dire quelque chose, ce chat-là. Et il suffit que vous ayez un traumatisme en vous lavant les mains avec le savon Le Chat pour que vous puissiez éventuellement avoir une phobie des chats 15 jours après sans comprendre pourquoi. Simplement parce que l'inconscient a fait le pivot sur un signifiant, sur un mot. Alors, pour vous montrer un peu, si on prend le mot « mot », il peut aussi vouloir dire « mot » comme un mâle. Bon, ça, c'est une lapalissade. Mais c'est très différent en anglais du mot « word », qui peut en assonance faire penser à « world » ou qui peut faire penser à « worst ». D'accord? Donc, l'univers français est différent avec ses signifiants et ses signifiés de l'univers anglais. Ce qui explique pourquoi, quand on veut débugger l'inconscient, il est important de trouver un praticien dans son pays où on est expatrié qui soit de langue française, si on est français, ou de travailler en téléconsultation pour pouvoir faire ce travail de débugage de l'inconscient. Alors, on va utiliser pour ça la parole, la libre association d'idées, puisqu'en fait, on n'entend pas la moitié de nos pensées, donc ça va être dans la parole que ça va s'inscrire. Et puis, ça va être dans la découverte des signifiants sur lesquels ça bute. C'est-à-dire que quand on débug l'inconscient, ses pulsions et ses répétitions, l'inconscient, lui, c'est nous. Il essaye toujours de trouver la meilleure solution pour nous. Donc, on va avoir une expérience qui est sympa. L'inconscient va l'enregistrer. On va vouloir évoluer vers une nouvelle situation qui est sympa. Et ça, on le sait de façon consciente. Et il arrive parfois que ça bug, c'est-à-dire que l'inconscient n'enregistre pas l'info. Et à chaque fois qu'on veut aller vers cette nouvelle situation sympa, l'inconscient nous ramène à l'ancienne.
Et donc, nous, notre boulot en analyse, et en tant qu'analysant, quand vous êtes sur le divan, ça va être de découvrir ces fameux mots, ces fameux signifiants qui tournent dans votre langue et qui bug pour pouvoir les libérer. Alors, ça peut se faire de manière inconsciente, simplement en parlant. Ça peut se faire parce qu'on met le doigt dessus. Ça peut se faire de plein de manières, par libre association d'idées, puisque c'est le moyen d'accéder à l'inconscient, soit la libre association d'idées, soit l'interprétation des rêves quand on y pense. Alors, je vais vite parce qu'on est arrivé à 15 minutes. Donc, en gros, pour résumer, il y a un moment où on ne peut pas simplement gérer son stress, parce que quand on gère son stress, on le met dans des petites boîtes et on s'enferme encore plus, on s'aliène encore plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force de trop vouloir se maîtriser, à un moment, et de tout vouloir maîtriser, ce qu'on fait tous quand on est cadre, quand on est manager, que ce soit l'image, que ce soit le boulot, que ce soit les dossiers, et bien à un moment, on en arrive à essayer de maîtriser des choses qui sont inouïes, incompréhensibles pour nous quelque part, et on finit par s'aliéner. Et l'idée, véritablement, c'est qu'à un moment, quand le développement personnel, quand tous les éléments ont été mis en place et que vous les avez tous liquidés et vous voyez que vous avez des pulsions, des répétitions, des choses comme ça, ce qui est très important, c'est de pouvoir voir un analyste pour pouvoir vous libérer de ça au niveau inconscient. Et pour le faire, ça se fait dans votre langage maternel au départ. Et puis, ça ne vous empêchera pas, puisque c'est vous qui menez votre cure, de parler la seconde langue ou la troisième langue que vous avez, parce que d'autres signifiants se sont placés et ont créé des bugs. Et si vous voulez, notre inconscient, il se reprogramme toutes les fractions de seconde, toute notre vie. Donc, c'est un travail permanent. Par contre, on peut débugger et on peut aller très vite, contrairement à ce qu'on pense, la psychanalyse, c'est pas si long, et on peut débugger et aller très vite sur l'essentiel en quelques séances. Et après, on peut approfondir, parce que c'est un peu de la spéléologie. On n'a pas besoin d'aller chercher dans la petite enfance, on n'a pas besoin de retourner le couteau dans la plaie, c'est simplement vous qui allez évoquer des choses qui font écho par rapport à votre situation. Et comme vous êtes dans un endroit sécurisé, vous allez pouvoir vous en emparer en toute sécurité, là où vous auriez été jugé en société, là où vous ne pouvez pas en parler en copain, parce que c'est des choses intimes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce que je vous propose, si vous voulez en savoir plus, c'est que j'ai écrit un bouquin très simple, qui est plus simple que la psychanalyse pour les nuls, puisqu'on ne parle pas de Lacan, on ne parle pas de Freud, on parle vraiment de la pratique. C'est parce que la psychanalyse pour les nuls est très bien, par contre, très complet. Mais je voulais avoir un petit livret pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne, parce qu'en 15 minutes, on n'a pas le temps de tout expliquer, il faut à peu près 45 minutes. Et puis, je peux aussi vous recevoir en consultation gratuite préalable pour vous expliquer clairement comment ça fonctionne et pour que vous puissiez voir si c'est fait pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc, pour ça, ce que je vous propose, c'est simplement de prendre rendez-vous sur Doctolib. Vous tapez Frédéric Duplessis, vous n'avez même pas besoin de notre psychanalyse, vous me trouvez sur Doctolib, vous prenez rendez-vous. Le premier rendez-vous est toujours gratuit, le deuxième peut l'être également s'il y a encore des questions, de façon à ce que vous sachiez si c'est quelque chose qui est fait pour vous. Et ça fonctionne très bien au téléphone selon un dispositif que je vous expliquerai. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que j'étais assez clair, Julie. C'est parfait, Frédéric. Très, très intéressant, cette partie sur l'inconscient. Je pense que beaucoup de personnes se sont beaucoup reconnues dans vos propos. Et voilà, comme je l'ai dit au début du webinaire, je vous invite à poser des questions en direct. Voilà, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va essayer de répondre à quelques questions quand même, mais aussi à prendre contact avec nos intervenants ici présents. Vous avez vu leurs coordonnées s'afficher, mais de toute façon, French Morning vous enverra le replay via ses outils de communication, donc vous aurez accès à leurs coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec eux pour en savoir plus. Alors, on passe à la partie questions-réponses très rapidement. On a une question d'Anne, alors qui nous remercie pour ce webinaire très intéressant. Alors, elle vit en Grande-Bretagne depuis 2007, elle est tombée malade en 2012, elle n'a pas l'assurance santé, elle s'est fait soigner, opérer par le NHS. Elle souffre d'une condition chronique, elle n'a pas pu reprendre son travail, elle n'a pas l'assurance santé, elle se demande que si elle rentre en France, elle n'a pas de sécurité sociale. Son dossier médical est en Grande-Bretagne, donc voilà, quelles sont les aides sociales ou quel est le premier accès à des soins médicaux privés qui restent quand même accessibles financièrement pour une personne qui a besoin voilà, de soins médicaux privés, mais qui n'a pas voilà, énormément de moyens. Qu'est-ce que vous répondriez à cela? Anthony, tu veux répondre? Oui, sur cette partie-là, c'est vrai que c'est
Bonjour Anne et merci pour cette question. C'est des sujets, c'est vrai, personnels et compliqués. C'est difficile d'avoir une réponse précise là d'un seul coup, puisque c'est vrai que les assurances privées ont un fonctionnement particulier au niveau de tout ce qui est soins, de tout ce qui est soins déjà prévus ou maladies, pathologies préexistantes, par exemple. Si j'ai bien compris, on est de nationalité française, c'est ça, et son souhait, c'est de voir les possibilités de couverture en France pour effectuer le suivi des soins en France. Aussi au Royaume-Uni, en fait, c'est voilà, c'est en fait, c'est une question voilà, qui arrive souvent ici. Moi-même, en tant qu'expatriée, c'est voilà, quelles sont les premières options possibles, que ce soit pour se soigner ici ou retourner en France quand voilà, quand on veut pas, enfin quand on n'a pas non plus trop de budget. Quelles sont les premières options possibles? Il soit effectivement l'assurance privée, faire une demande auprès de l'assurance privée pour voir ce qu'il est possible de faire, et l'assurance privée fera une étude au cas par cas du dossier pour voir quel tarif on pourrait proposer, par exemple, avec évidemment quelle garantie. Ça, c'est la première possibilité dont j'ai parlé un petit peu avant. Également, sinon, la possibilité de la CFE, qui est la Caisse des Français à l'étranger, qui a un coût plus raisonnable puisque c'est un remboursement partiel basé sur la sécurité sociale française. Et si jamais les soins étaient effectués en France, la couverture est déjà plus complète que si les soins étaient effectués en Angleterre. Ça va rester un coût plus raisonnable au niveau de la cotisation santé. Parce que les cotisations santé au Royaume-Uni, par exemple, prennent en compte le fait que la personne peut se soigner dans le public et dans le privé également. Donc si Anne peut nous contacter aux coordonnées que j'ai laissées, il n'y a pas de souci, on pourra regarder ce qu'on peut nous lui proposer en tout cas comme solution et l'orienter au mieux. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça sera avec plaisir. Mais voilà, il y a ces deux possibilités, soit sur une couverture totalement privée, soit en passant par la Caisse des Français à l'étranger, voir ce qu'il est possible de faire derrière. Alors, pour être régulièrement interrogé pour des gens qui veulent rentrer en France et qui sont self-payeurs, il y a une autre solution qui est compliquée, hein, qui est de passer par le ministère des Affaires étrangères et demander d'aide médicale d'État. Ouais, mais ceci dit, oui, tu as raison, Hervé, parce que Anthony et moi, nous sommes dans le domaine de l'assurance privée. Et il y a un grand principe dans l'assurance privée, en général, hein, je parle sous votre contrôle, Anthony, on n'est pas les champions du monde pour prendre des maladies préexistantes. Mais alors, il faut savoir que notre auditoire doit savoir que la maladie préexistante, c'est quelque chose qui est déclaré, qui est connu ou qui est déjà en cours de traitement avant la souscription d'un contrat d'assurance privée. Donc ça, c'est très générique. Maintenant, il a tout à fait raison de vous parler de la CFE, parce que la Caisse des Français étrangers n'a pas les mêmes restrictions en termes de préexistence. Et la solution que tu as donnée, Hervé, elle est très précieuse. Elle est hyper précieuse. Voilà, j'espère qu'on a répondu à Anne et on souhaite à Anne un rétablissement, mais tout ce qui est chronique est en général un peu une question complexe. Voilà. L'interlocutrice, enfin, je mets ça au féminin, je suis sexiste, mais c'est l'assistante sociale du consulat français de sa résidence, et également c'est le ministère des Affaires étrangères dans le 15e qui a une cellule vraiment sociale qui vraiment traite ce genre de problème à longueur d'année. Alors, je ne dis pas que ça va réussir, hein, mais bon, il y a des solutions en France, qui est un beau pays, et c'est un dossier à monter avec le système social français, étatique. Bravo. Voilà, Anne, voilà pour les réponses. Oui, mais attention, pardonne-moi, Julie. La question de Anne, c'est comment je peux me faire soigner dans le privé, alors que Hervé lui a donné une solution pour le public. Alors, il y a les deux, en fait, dans la suite, parce que la question elle est un peu longue, mais si on prend la suite de la question, il y a aussi la partie publique. C'était une question plutôt ouverte. Ah Donc, oui, alors c'est bon. Hervé, donc il lui a on a donné bien, un on super a bien tuyau. répondu. Ouais, je vous remercie. Ouais, il lui a donné un bon tuyau, là, Hervé. Et il y a du privé conventionné. Donc, on revient sur des prix publics. Donc, l'aide médicale d'État peut fonctionner. Alors, une autre question. Donc, Bruno nous dit qu'il est marié à une Britannique. Alors, quelle couverture pourrait-elle bénéficier s'il s'installe en France avec elle?
Bon, déjà, pardonne-moi, hein, Anthony, j'embraye. Hein. Déjà, il faut savoir qu'on est tous soumis en France au régime obligatoire. Donc, il faut voir quel statut la compagne de Bruno a. Est-ce qu'elle est salariée? Est-ce qu'elle rentre avec lui dans sa sécu? Il y a ce qu'on appelle le principe du régime obligatoire, c'est qu'il est obligatoire. C'est-à-dire que toute personne qui est résidente en France doit rentrer dans un modèle bien déterminé économique, et à partir de là, il a la couverture appropriée. Voilà. Maintenant, s'il n'a pas d'obligation à souscrire à un régime obligatoire, ou même s'il l'a, il peut effectivement le compléter, ou il peut avoir une assurance au premier franc chez des gens qui sont compatibles comme nous, Golden Care ou April ou d'autres. Il ne faut pas penser qu'on est les seuls assureurs de la planète France. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, je dirais d'abord social. Donc, la Sécu, se renseigner sur ses obligations. Et ensuite, s'il a envie de les compléter, il peut prendre une assurance privée. Merci, merci Amine. On a une auditrice qui nous demandait l'adresse du site internet de Frédéric, donc on y a répondu. Et elle s'affiche aussi pour ceux qui souhaitent se rendre sur son site internet. N'hésitez pas. Une autre question, on enchaîne. En cas de rapatriement vers les États-Unis, comment se passe la procédure administrative? Quelles sont les autorisations à obtenir? Hervé. Alors, vers les États-Unis ou depuis les États-Unis? Vers les États-Unis. Alors, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que, médicalement, le patient soit transportable. Deuxièmement, c'est qu'il ait des papiers en règle pour sortir d'un pays et rentrer dans l'autre. Ce n'est pas forcément la même chose. Actuellement, il faut voir, parce que ça change très régulièrement, les restrictions de voyage, d'une part des pays et deuxièmement des compagnies aériennes. Si vous voyager sur Air France, et je le dis maintenant avec réserve parce que ça change tous les jours, il vous faudra une PCR négative. Si vous voyagez sur KLM, il vous faudra un test antigénique négatif fait juste quelques heures avant, alors que le PCR, c'est 72 heures avant. Et en plus, ça dépend des compagnies. Vous voyez. Après, ça, c'est pour la compagnie. Pour rentrer dans le pays, si vous devez être rapatrié, c'est que vous êtes malade. Donc, a priori, on peut penser que vous allez aller dans un hôpital. Donc, il faut que vous ayez une place dans cet hôpital et que derrière, vous ayez une couverture financière pour que vous soyez pris en charge dans cet hôpital. Ou alors, vous avez une carte de crédit qui va bien. Et il faut se méfier aussi de ne pas passer en quarantaine dans le pays où vous allez, ou en être conscient en tout cas. Au jour d'aujourd'hui, on connaît bien le problème. Si vous allez au Japon, il y a le problème de la quarantaine si vous n'allez pas dans un hôpital, parce que tout le monde n'est pas rapatrié sur un hôpital. Donc, en résumé, il y a le côté médical. Il faut être stable si c'est dans un avion de ligne. Si c'est instable, il faut la bonne équipe de réanimation dans un avion sanitaire. Encore, on a quand même des critères. Il faut être autorisé à quitter le pays, un passeport en bonne et due forme, des tas parfois de complications locales. On a eu le cas d'un patient Covid il n'y a pas très longtemps au Sri Lanka, où on avait tout préparé et au dernier moment, le médecin avait dit qu'il avait besoin de 4 jours de quarantaine chez lui, à domicile, et du coup, il ne pouvait pas sortir de chez lui pour aller à l'aéroport dans l'avion ambulance qu'il attendait. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont parfois imprévisibles parce que les impératifs avec le Covid varient d'un pays à un autre et d'un jour sur l'autre. Donc, pour aller sur les États-Unis, je dirais le côté financier est quand même très important parce qu'il faut voir l'hôpital qui va bien, qui vous accueille. Et nous, sur notre côté escorte, pour envoyer une équipe française, il faut soit des stas, soit le visa B1, B2, et puis une autorisation spéciale que donne le gouvernement américain à travers l'ambassade du pays de résidence de l'équipe qui va vous emmener, indépendamment des plans de vol et d'autres choses. Donc, c'est faisable. Les États-Unis, attention, c'est quand même plus compliqué qu'ailleurs, en ce moment, encore plus, mais tout est faisable, il faut que ça s'anticipe et trouver le bon interlocuteur qui connaisse bien la procédure.
Et attention, ça change quasiment toutes les semaines. J'ai répondu, c'est un peu une réponse très vague, mais c'est faisable, c'est compliqué, encore plus que d'habitude. Merci Hervé. Une autre question, enfin plutôt un complément. Bruno nous a réécrit, notre auditeur. Il précise qu'il n'a jamais travaillé en France. En fait, voilà. Donc peut-être est-ce qu'on peut repréciser, voilà, comment ça se Oui, passe pour un Français voilà, qui est au Royaume-Uni, qui retourne au pays, mais qui n'a pas, voilà, qui a pas travaillé, qui n'a pas cotisé et qui retourne au pays. Anthony, j'ai fait la première partie de la question, vous répondez à la seconde? Oui, donc, juste pour reprendre le cas, pardon, j'ai pas la question sous les yeux. C'est Bruno qui est de nationalité française, du coup, et qui revient en France, c'est ça, et qui n'avait pas Voilà, de couverture. voilà, revenir en France, on est français, il revient en France et il a jamais travaillé, mais il a jamais travaillé en France, il a jamais cotisé. Ok. Si, c'est effectivement, pour se réinstaller en France, il faudra repasser sous le système, ce qui a été dit déjà, hein, sous le système français de sécurité sociale, mais avec cette carence dont j'ai parlé un peu plus tôt en conversation de 3 mois, et après, il rebasculerait sur le système sécurité sociale et mutuelle, par exemple. Après, il faut voir la situation, si il garde une résidence en Angleterre. Si Bruno, vous passez du temps entre les deux destinations, on peut proposer également une couverture qui fonctionnerait sur les deux destinations, à cheval entre les deux, peu importe où vous effectuez vos soins, vous serez couvert sur les deux destinations. Ça peut être aussi une solution si jamais vous restez voilà, entre deux destinations et ce n'est pas un retour définitif en France. Juste. Merci, merci Anthony. Voilà, voilà Bruno, on espère avoir répondu au mieux à votre question. On a aussi une autre question d'une auditrice qui se demande par rapport à la maternité, quelles sont les options possibles? La maternité au Royaume-Uni. Alors, soit effectivement, c'est toujours pareil, soit sur le système NHS, soit on peut prendre une assurance privée avec des options de garantie qui sont proposées, hein. C'est pour ça qu'il faut bien regarder, j'ai insisté là-dessus, anticiper en amont, parce que c'est des garanties qui, si vous voulez, d'assurance santé, surtout dans le privé, qui s'anticipent. Il peut y avoir des délais d'attente, par exemple, qui sont mis dans l'assurance privée, où la garantie maternité ne pourra être effective qu'au bout de quelques mois de cotisation d'assurance, mais la personne pourra bénéficier d'une couverture dans le secteur privé d'une très bonne qualité. Donc, c'est effectivement possible, et c'est ce que nous proposons également, ce type-là de couverture à la carte, modulable, où les personnes sélectionnent des garanties dont elles ont besoin, dans la maternité, par exemple, que ce soit au Royaume-Uni ou en France, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à nous écrire directement, on pourra vous faire un devis, mais vraiment gratuitement, sans aucun engagement, et voir si ça peut convenir à vos besoins. Le but étant de voir quelles sont les offres sur mesure possibles. Une dernière question, la carte européenne d'assurance maladie. On a un auditeur qui nous demande quels sont les changements liés au Brexit. Alors, on en a un petit peu parlé, mais il y a des auditeurs qui nous rejoignent en cours de route, donc on peut peut-être refaire un petit point là-dessus. Sur la CEM, effectivement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que depuis le Brexit, sortie de l'Union européenne, du coup, la carte européenne d'assurance maladie ne fonctionnera plus. On reste donc sur ces typologies d'assurance qu'on a vues ensemble, soit du local NHS, soit les autres typologies de couverture plutôt dans le privé, ou la CFE pour ceux qui sont de nationalité française, par exemple. Merci, merci Anthony. Alors, on a une auditrice qui a déjà booké un rendez-vous avec Frédéric, donc on vous invite vraiment à vous rendre sur son site internet qui s'affiche et à tester la première séance très prochainement. On va devoir clôturer ce webinaire. Amine, un petit mot de la fin peut-être? Écoutez, Belle introduction. pardonnez-moi d'être un peu franchouillard, c'est le bordel partout. Je vous souhaite à tous de vous porter très très bien. Vous avez remarqué que nous, bon moi personnellement, ça fait près de 38 ans que je fais ce métier. Je suis passionné par la protection des gens lorsqu'ils sont en mode international. Ceci dit, moi je vous souhaite à tous une très bonne santé dans un monde qui tangue beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, pour être en bonne santé, n'hésitez pas à vous laisser aller au plaisir,
parce qu'il n'y a que le plaisir qui va vous apporter de l'équilibre, parce que la notion du plaisir, c'est l'équilibre. Et donc voilà, allez vers le plaisir, faites-vous plaisir, écoutez votre cœur, apprenez à entendre votre corps parler, c'est le meilleur moyen de pas rester en bonne santé, c'est pas vrai, mais du moins de supporter votre mal-être si vous en avez un. La plaisitothérapie, je crois, Amine. Ah, je t'ai parlé de ça, ma chère Julie, la plaisirothérapie. Je pense qu'Anthony n'a pas entendu parler de la plaisirothérapie, mais nous, on donne des ordonnances en plaisirothérapie, mais illimitées. Voilà. Voilà le mot de la fin pour moi. À nous également, il n'y a pas de limite. Ah, la plaisirothérapie, c'est bon ça. Merci pour tous ces échanges. C'est bien la plaisirothérapie. Moi, ça me va bien aussi. Ça convient à tout le monde, je pense. Frédéric, La thérapie du désir, déjà, c'est pas mal. Écoute, moi, je suis dans la plaisirothérapie. Attends, comme ça fait quelques années, j'ai quelques clients qui ont quelques… Voilà, pour vous donner un exemple, un client qui a souscrit à 40 ans, aujourd'hui, il est dans ses 70, 75 ans. Je peux vous dire que les clients qui se font plaisir, je ne sais pas s'ils sont en meilleure santé, mais ils ont l'air quand même d'être plutôt en bonne santé. Voilà, le plaisir, ne le perdez pas des yeux. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter tous. Je pense que nos auditeurs aussi. Et voilà, merci à tous les quatre. J'invite nos auditeurs à visionner ce replay s'ils n'ont pas vu l'intégralité du webinaire. Je vous invite également à prendre contact avec nos experts. Et je vous dis à très vite sur Au revoir, French Julie. Market. Merci tout le monde. Au revoir. Anthony. Bonne fin de journée. Merci. À vous. Au revoir. Au revoir.